Napoléon Bonaparte. Il mourut en 1821, complètement isolé sur l'île de Sainte-Hélène, l'un des endroits les plus reculés de la planète à l'époque, sous la surveillance constante des Britanniques, sans alliés, sans armée, sans aucune chance réelle de revenir au pouvoir. La version officielle évoque un cancer de l'estomac, ce qui est plausible, mais l'histoire prend une tournure bien plus troublante lorsque des analyses ultérieures révèlent des taux élevés d'arsenic dans son organisme. Cela soulève une question qui n'a jamais été pleinement résolue. S'agissait-il d'une mort naturelle ou d'un empoisonnement lent, orchestré sur la durée? Plus on analyse le contexte, plus l'histoire paraît étrange. Un homme qui a dominé la quasi-totalité de l'Europe, vaincu des armées, redéfini les frontières et changé le cours de l'histoire, finit ses jours emprisonné sur une île, sous surveillance constante, réduit au silence et impuissant. Sa chute n'est pas seulement physique, elle est aussi symbolique. C'est l'effondrement total d'un empire concentré entre les mains d'un seul individu. Et le plus troublant, c'est peut-être ceci. Quel que soit le pouvoir qu'une personne puisse acquérir, il peut disparaître complètement. Louis XVI, guillotiné en 1793 durant la Révolution française, lors d'un des événements les plus marquants et symboliques de l'histoire moderne, il n'y a ici ni mystère caché, ni maladie silencieuse. Il y a jugement public, condamnation directe et exécution devant une foule. Le roi, qui pendant des siècles a incarné le pouvoir absolu et l'autorité incontestable, est traité comme n'importe quel autre citoyen accusé. Il est conduit sur la place publique, entouré de gens ordinaires et exécuté en quelques secondes. Mais l'impact dépasse largement la mort physique. Il s'agit de la destruction d'un système tout entier. L'idée que le roi régnait de droit divin disparaît instantanément. Et le plus troublant, c'est la réaction collective. Il n'y a pas de choc généralisé. Il y a de l'acceptation, de la curiosité, voire de la célébration. Cela révèle un changement profond dans les mentalités, démontrant que le pouvoir, lorsqu'il est déconnecté de la réalité du peuple, peut non seulement être remis en question, mais aussi éliminé. Marie-Antoinette guillotinée, elle aussi, en 1793, quelques mois après l'exécution de son mari, elle portait en elle un poids symbolique encore plus fort. Son image s'était déjà forgée au fil des ans, comme la représentation parfaite de l'excès, mais du luxe et d'une déconnexion totale avec la réalité du peuple français. Les récits de fêtes extravagantes, de dépenses absurdes et d'indifférence face à la crise économique se répandirent comme une traînée de poudre, qu'ils soient vrais ou non. Et à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Elle devint le symbole idéal de la révolte populaire. Son procès est expéditif, sa condamnation quasi inévitable, et son exécution devient un spectacle public. Mais ce qui est le plus marquant, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, c'est ce qu'il représente. La mort de Marie-Antoinette sert d'avertissement. Elle témoigne clairement que lorsque le fossé entre ceux qui gouvernent et ceux qui vivent la réalité se creuse trop, les conséquences peuvent être irréversibles. Et cela reste d'actualité aujourd'hui. Maximilien Robespierre, exécuté en 1794. Mais ce qui rend sa mort véritablement troublante, ce n'est pas seulement la fin, c'est ce qui se passe juste avant. Robespierre apparaît la mâchoire brisée par une balle, dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui obscures. Certains disent qu'il s'agissait d'une tentative de suicide, conscient de sa perte imminente du pouvoir. D'autres pensent qu'il a été agressé. La vérité n'a jamais été établie. Le lendemain, toujours blessé et incapable de parler correctement, il fut conduit à la guillotine sans procédure régulière, sans véritable défense, sans aucune possibilité de renverser la situation. Ce qui frappe le plus, c'est l'ironie. L'homme qui a instauré la période la plus violente de la Révolution française, responsable de milliers d'exécutions durant la Terreur, connaît le même sort que ses victimes. Le système qu'il a créé se retourne contre lui avec la même violence. Et cela révèle quelque chose de profondément troublant. Lorsque le pouvoir repose sur la peur et la violence, il n'est pas stable. Il est imprévisible et finit par consumer même ceux qui le contrôlent. Charles de Gaulle. Elle est décédée en 1970 des suites d'un anévrisme soudain survenu à son domicile, loin de tout contexte dramatique ou violent. Mais l'impact de sa mort ne réside pas dans les circonstances de son décès, mais dans ce qu'elle représente. Charles de Gaulle n'était pas un président ordinaire. Il était le symbole même de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. La figure qui a maintenu vivante l'idéal d'une France libre,
même durant les moments les plus critiques de l'occupation nazie. Il incarnait la stabilité, le leadership et la reconstruction. Et quand une figure aussi emblématique disparaît, l'effet n'est ni immédiat ni chaotique. Il est profond et durable. Sa mort marque la fin d'une époque. Et cela montre que les morts les plus marquantes ne sont pas toujours les plus violentes. Parfois, c'est le silence qui pèse le plus lourd. François Mitterrand. Il est décédé en 1996 après des années de lutte contre le cancer. Mais l'aspect le plus troublant de cette histoire n'est pas la maladie elle-même. C'est le secret qui l'entourait. Pendant une grande partie de son mandat, la gravité de son état a été dissimulée au public. Cela signifie qu'un pays entier était dirigé par un homme qui luttait déjà contre une grave maladie, sans que la population en soit pleinement consciente. La révélation n'intervient qu'après sa mort et bouleverse complètement la perception de son gouvernement. Cela soulève une question extrêmement délicate. Dans quelle mesure les dirigeants peuvent-ils dissimuler des informations personnelles qui ont un impact direct sur leur capacité à gouverner? Et plus encore, que peut-on bien dissimuler lors de la prise de décisions importantes? La mort de Mitterrand n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est la révélation d'un système où la transparence est loin d'être garantie. Jacques Chirac. Il est décédé en 2019 de cause naturelle, après des décennies de présence sur la scène politique française. Mais l'impact de sa disparition révèle quelque chose qui dépasse la simple cause du décès. Chirac était perçu comme l'un des derniers dirigeants à avoir un lien direct avec le peuple, un homme qui incarnait encore une politique proche du quotidien. Sa mort provoque une vague d'émotions nationales, des hommages publics, une reconnaissance internationale et un sentiment collectif d'apaisement. Il n'y a ni mystère, ni violence, ni complot, mais il y a un sens. Cela montre que ce qui rend une mort significative ne tient pas toujours à la manière dont elle survient, mais à ce qu'elle représente pour toute une génération. Parfois, la disparition d'une figure politique symbolise aussi la fin d'un type de leadership. Georges Pompidou. Il est décédé en 1974 alors qu'il était encore en fonction, officiellement victime d'une maladie sanguine rare, mais ce qui rend cette affaire vraiment intrigante, c'est le fait que sa maladie a été tenue secrète pendant une grande partie de cette période. Il a continué d'exercer ses fonctions malgré la détérioration de sa santé, sans que le public ne prenne conscience de la gravité de la situation. Cela soulève immédiatement des questions de transparence, de responsabilité et même de légitimité des décisions prises durant cette période. Si l'état de santé d'un dirigeant est tenu secret, dans quelle mesure ces décisions sont-elles réellement fiables? La mort de Pompidou n'est pas seulement une perte politique. Elle nous amène aussi à nous interroger sur ce que nous savons réellement des personnes au pouvoir. Jean-Paul Marat. Assassinat en 1793 à son domicile, à un moment d'extrême vulnérabilité. Il prenait un bain, tentant de soulager une affection cutanée qui l'obligeait à rester des heures immergé dans l'eau. Un cadre en apparence sûr, intime et maîtrisé. Mais c'est précisément à ce moment que tout bascule. Charlotte Corday parvient à l'approcher sous un prétexte fallacieux, gagne sa confiance et l'attaque. Un coup direct, rapide et fatal. Aucun répit. La scène est si marquante qu'elle devient l'une des représentations les plus emblématiques de l'histoire, tant immortalisée dans de nombreux tableaux et études. Ce qui est le plus troublant, c'est le contraste. L'une des figures les plus radicales de la Révolution, quelqu'un qui a influencé les décisions et dirigé les mouvements, finit ses jours paisiblement chez lui, dans un moment de fragilité. Cela montre que, quel que soit le niveau de pouvoir ou d'influence, la vulnérabilité existe toujours. Henri IV de France. Assassiné en 1610, en pleine rue, dans sa calèche, en plein centre-ville, entouré de monde, de gardes et d'une intense activité. Une scène qui aurait dû symboliser sécurité et contrôle bascule dans le chaos en quelques secondes. François Ravaillac s'approche, se fraye un chemin à travers la foule et attaque à plusieurs reprises. Sans prévenir, sans temps de réaction, sans protection suffisante, le roi meurt là, sous les yeux de tous. L'impact est immédiat et profond. Ce n'est pas seulement la mort d'un chef, c'est la révélation d'une vérité dérangeante. Même au sommet du pouvoir, entouré de sécurité, d'influence et d'autorité, nul n'est à l'abri. Parfois, la chute survient là où on l'attend le moins, au moment le plus inattendu. Au final, toutes ces histoires révèlent un schéma troublant. Quel que soit le niveau de pouvoir, d'influence ou de contrôle, une vulnérabilité subsiste toujours. Certaines morts sont silencieuses, d'autres publiques, certaines impliquent des secrets, d'autres deviennent un spectacle. Mais toutes révèlent quelque chose qui dépasse la simple fin d'une vie.
Elle révèle comment fonctionne le pouvoir et comment il peut disparaître. Si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à aimer, mais à vous abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui apprécie également les histoires vraies, qui semblent relever de la fiction, car il en existe beaucoup d'autres que peu de gens connaissent.